Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Recherches Amérique latine. Collection dirigée par Denis Rolland et Joël Chassin. La collection Recherches Amérique latine publie des travaux de recherche de toutes disciplines scientifiques sur cet espace qui s'étend du Mexique et des Caraïbes à l'Argentine et au Chili. Dernière parution. Tardieu Jean-Pierre, Biassou Jean-François, Toussaint Louverture et les Noirs français de Saint-Domingue. L'apport des archives espagnoles, 1792 à 1804, 2021. Giraldo Arango Santiago, Capitán Venganza. Socio-histoire d'une guérilla rurale, Colombie, 1957 à 1961, 2020. Morgane Dono, Églantine Samouth, Yeni Serrano Dire, les médias en Amérique latine. Dire et construire l'actualité latino-américaine, 2020. Margot Andrade, l'action culturelle française en Colombie 1930 à 1970, 2020. Agnès Clercrenaud, Colette Méchin, Antonio da Silva Camara, Lydia Maria Pires Suárez Cardel, Enjeux environnementaux et tourisme au Brésil. Le rôle de l'artisanat en forêt atlantique, 2019. Philippe Schaffhauser, Migration, démigration, retour au Mexique et droits des travailleurs migrants. Sociologie du mouvement des Bracheros, 2019. Paula Cubillos Celis, Enfance et néolibéralisme au Chili. Chronique d'une dépossession, 2019. Fausta Gantus et Alicia Salmerón, Violence électorale au Mexique, 1812 à 1912. Quand les armes parlent, les imprimés luttent et l'exclusion frappe, 2019. Edison Ferreira de Maquedo, du Brésil colonial à nos jours. Une histoire d'enfance volée, 2019. José Maria Tavares de Andrade, pratique de la magie dans le Brésil contemporain. À l'écoute d'Uzé de Regina Rezador et Guérisseur, 2018. Éric Roulet, Conquistadores, Négrier et Inquisiteur. Trois figures majeures du monde colonial américain, 16e-17e siècle, 2018. Exergue. Les images du livre appartiennent aux archives de la Cinemateca Brasileira, à la bibliothèque Génie Clabin Segal, et ont été cédées par l'éditeur Kozak & Nefi. Un Dea Selva dans Ganga Bruta de Humberto Mauro, 1933. Quelques mots sur Révision critique du cinéma brésilien, de Glauber Rocha. Paulo Antonio Paranagua. La prolifération de la bibliographie sur le cinéma suffirait à justifier l'existence de bibliothèques spécialisées ouvertes au grand public, comme celle portant fièrement le nom de François Truffaut en plein cœur de Paris. Par contre-coup, il devient difficile d'imaginer la pénurie des années 1950 et l'innovation représentée par les ouvrages édités au cours de la prodigieuse décennie de 1960. Cela fait à peine 60 ou 70 ans, l'âge de certains d'entre nous, mais entre-temps nous avons changé de siècle et d'époque. Désormais, tout le XXe siècle semble relever d'une autre ère, frappé d'obsolescence et ignoré par nos contemporains, empressés de se projeter dans un mirifique avenir. Le siècle dernier s'efface peu à peu des mémoires, au profit des historiens et des écrivains. Bientôt, il paraîtra aussi lointain que le XIXe. Pour comprendre l'originalité de Révision critique du cinéma brésilien, publié par le réalisateur Glauber Rocha en 1963, il faut donc faire un effort d'imagination. C'était l'âge d'or des revues de cinéma, ces magazines mensuels consacrés à la critique, à des études et à des entretiens, qui façonnaient les connaissances sur le 7e art, soupçonné de vulgarité et de mercantilisme, dont le caractère éphémère ne faisait guère de doute. Les films passaient à la trappe aussi sûrement que le spectacle vivant, la scène théâtrale ou les émissions radiophoniques. Les cinémathèques, très peu nombreuses à travers le monde, n'étaient pas les vénérables institutions qu'elles sont devenues, mais des aventures tenues à bout de bras par une poignée d'enthousiastes, oscillant entre la boulimie des collectionneurs et le fétichisme des assidus des salles obscures. Autant dire des excentriques en marge de la société. La cinéphilie était une addiction entretenue par des cénacles aussi hermétiques et divisés que la franc-maçonnerie ou les chapelles chrétiennes. Les ciné-clubs rivalisaient pour s'arracher les fidèles, et se disputaient avec une acrimonie incompréhensible pour les profanes. En France comme au Brésil,
certaines revues émanaient justement de ces associations. Catholiques et communistes communiaient dans le culte du cinéma avec la même ferveur. Ces faiseurs d'opinion ou de croyances étaient en concurrence dans les ciné-clubs et dans les rubriques spécialisées de la presse. À Salvador, à l'instar d'une bonne partie de l'intelligentsia de Bahia, Glauber Rocha a fréquenté le club de cinéma animé par le communiste Walter da Silveira. La notion de cinémathèque était une idée neuve, qui peinait à trouver les fonds nécessaires à la collecte de films et à leur conservation. La Cinémathèque française, avec à sa tête le charismatique Henri Langlois, avait été fondée juste avant la Seconde Guerre mondiale. Depuis la Libération, le bouillonnant Langlois exportait son exemple et ses collections pour faire des émules. À Sao Paulo, ce rôle était revenu à Paulo Emílio Sal Gomes, un essayiste brillant au style inimitable, auteur d'une monographie pionnière Jean Vigo, 1957. Ancien prisonnier politique, figure de la gauche antistalinienne, Sal Gomes était à l'origine de la Cinémathèque brésilienne et assurait la chronique cinématographique du supplément littéraire du quotidien O Estado de Sao Paulo. Ces textes étaient découpés et conservés par des admirateurs d'un peu partout. Plus tard, il contribuera à l'introduction du cinéma à l'université et stimulera les recherches historiques. À Rio de Janeiro, capitale du Brésil jusqu'à l'inauguration de Brasilia, 1960, le musée d'art moderne MAM accueille dans ses murs sa propre cinémathèque, dont les rétrospectives et les projections forment plusieurs générations de cinéphiles et créent le public favorable à l'émergence d'un nouveau cinéma. Rio jouissait d'un rayonnement indiscutable. Nelson Pereira dos Santos dira que l'éclosion du cinéma novo résulte de la présence de Glauber Rocha à Rio. C'est une formule trop modeste, car Nelson, originaire de Sao Paulo, l'avait précédé avec ses films Rio 40° 1955 et Rio Zona Norte 1957, annonciateurs d'une nouvelle sensibilité artistique et sociale. Le cinéma brésilien avait absolument besoin de trouver des financements, publics ou privés. Faute de studios ou de producteurs solvables, cette quête était un travail de Sisyphe remis presque à chaque film. À cette époque, André Malraux avait créé en France le premier et longtemps unique ministère de la culture d'un pays occidental, capable de soutenir l'art et l'industrie cinématographique. La réglementation, la gestion et l'ingérence de l'État dans le domaine culturel étaient l'apanage des commissariats du peuple ou ministères des pays communistes, de sinistre mémoire depuis l'hégémonie du stalinisme sur le camp socialiste. Les réalisateurs et les producteurs brésiliens, considérés peu ou prou comme des saltimbanques, devaient se doter d'une aura de légitimité pour obtenir le soutien des banquiers, des hauts fonctionnaires et des possédants. La majorité des Brésiliens cultivés limitaient leur intérêt aux arts et lettres, jugeant le cinéma comme un pur divertissement, aussi passager que le cirque ou le théâtre de boulevard. Le concept de patrimoine culturel restait attaché à la pierre, les églises, palais et monuments coloniaux ou leurs vestiges. Certes, des individus férus d'ethnographie enregistraient les expressions du folklore, menacés de disparition. Mais pourquoi conserver des films dépourvus de valeur marchande après avoir épuisé leur potentiel commercial lors de la distribution en salle ? Très peu de titres avaient une seconde chance, la télévision n'était pas encore un marché. Exception qui confirme la règle, les exploitants programmaient année après année les mêmes bondieuseries en semaine sainte. Les professionnels du cinéma brésilien étaient parvenus à attirer les bonnes grâces de la bourgeoisie une fois, lors de la courte expérience des studios Veracruz à Sao Paulo, en passe de devenir la capitale économique du pays. Les nouveaux riches de la communauté italo-brésilienne et la vieille aristocratie pauliste du café avaient engagé la compétition entre leur métropole et Rio de Janeiro, la capitale fédérale. Dans les années 1930, Sao Paulo avait incarné la résistance au centralisme autoritaire de Getúlio Vargas, un caudillo populiste qui deviendra un dictateur avec la proclamation de l'Estado Novo, 1937 à 1945. Au nom de la Constitution et du fédéralisme, Sao Paulo prit la tête de la rébellion, matée avec une férocité inédite jusqu'alors en milieu urbain, puisque la ville a été bombardée par l'aviation et l'artillerie, 1932. L'aspiration hégémonique de la bourgeoisie pauliste s'est donc déplacée sur le terrain de l'influence idéologique. Après tout,
la ville pouvait se prévaloir d'un illustre antécédent, la Semaine d'art moderne de 1922, coup d'envoi du mouvement moderniste, vaste entreprise de décolonisation de la culture nationale. La création de l'Université de São Paulo, devenue un centre d'excellence grâce à l'apport d'enseignants français de la taille de Fernand Braudel ou Claude Lévi-Strauss, a posé le premier jalon, 1934. Après la Seconde Guerre mondiale, on assiste à la fondation du Musée d'art de São Paulo, MASP, 1947, du Teatro Brasileiro de Comédia, TBC, 1948, de la Biennale d'art de São Paulo, 1951, ainsi qu'au premier pas de la télévision, TV Tupi, 1950, qui contribue au prestige de la métropole industrielle, symbole de modernité. Les entrepreneurs italo-brésiliens à l'origine du TBC se sont lancés également dans l'aventure de la compagnie cinématographique Veracruz, 1949 à 1954. Ces self-made men représentaient l'élite de l'immigration, à la recherche de reconnaissance par rapport à la haute société de Rio, ville d'aristocrates parfois sur le déclin, et surtout de fonctionnaires qui ont grossi les rangs des classes moyennes. Tandis que les cariocas cèdent volontiers au nationalisme et au légitimisme, aussi intéressés l'un que l'autre, les polistes assument davantage leur cosmopolitisme et entretiennent des liens affectifs avec leurs mères patries européennes ou levantines. Les films brésiliens reflétaient plutôt les mentalités de Rio de Janeiro, avec sa célébration festive du carnaval, espace de lancement des chansons à succès, que la radio et l'industrie du disque diffusaient tout au long de l'année, du nord au sud du vaste territoire. La compagnie Atlântida, fondée à Rio en 1943, produit 2 longs métrages par an dérivés de cette tradition musicale, formant un genre comique appelé chanchada, nom qui signifie porcherie dans l'argot argentin. Ces films de facture assez artisanale remportent un succès phénoménal, puisqu'ils sont les seuls compréhensibles par un public largement analphabète ou illettré, incapable de suivre les sous-titres des productions étrangères qui dominent le marché. Ces comédies bouffonnes, empruntant souvent leurs vedettes, leurs procédés et leurs gags au théâtre de revue, le théâtre populaire en vogue sur les planches, étaient méprisées par les élites intellectuelles, qui n'y voyaient rien d'autre qu'un mimétisme appauvri à l'égard des modèles de Broadway et de Hollywood. La Veracruz prétendait rehausser le niveau de la production en prenant comme critère de qualité les normes en vogue en Europe. Preuve de leur méfiance vis-à-vis de l'exigu milieu des professionnels du cru, les entrepreneurs polistes engagent des techniciens étrangers et confient la supervision générale des studios au seul cinéaste brésilien possédant une carrière internationale, Alberto Cavalcanti, 1897 à 1982. Ce dernier avait débuté en France au temps du muet et participé à la production sonore en langues étrangères au studio de Joinville, puis s'était établi en Angleterre, où il avait fait preuve d'une rare invention au service du documentaire social, avant de mettre en scène une panoplie très diverse de films de fiction au prestigieux studio Ealing. Cavalcanti était un créateur d'un immense talent et d'un caractère parfois difficile, qui s'est vite brouillé avec ses commanditaires polistes. Cependant, le talon d'Achille de la Veracruz s'est avéré être leur méconnaissance des mécanismes du marché, ce qui pourrait sembler paradoxal pour des hommes d'affaires, ne serait-ce que les particularités d'une économie cinématographique souffrant du dumping de la production importée. Ils ont confié la distribution des films de la Veracruz à Columbia Pictures, la major hollywoodienne, ce qui équivalait à mettre les ventes entre les mains de la concurrence. La faillite de la Veracruz a été un traumatisme qui a longtemps empêché une appréciation équilibrée de ses avancées et de ses limites. En tout cas, cela n'encourageait sans doute pas les capitaux locaux à investir dans le cinéma. La bataille de la légitimité devait être reprise par la nouvelle génération, voulant surmonter les 2 foyers antinomiques de l'Atlântida et de la Veracruz. Révision critique du cinéma brésilien participe de cet effort de persuasion et de séduction des opinions et des élites. Glauber Rocha, 25 ans en 1963, possède la fougue de François Truffaut, lorsque celui-ci, à l'âge de 22 ans, sonne la charge contre une certaine tendance du cinéma français, dans la revue Cahiers du cinéma 1954, et démolit la qualité française du cinéma de papa pour faire place aux jeunes Turcs de la future nouvelle vague. Comme Truffaut, Rocha a pratiqué la critique dans la presse locale. Il n'est pas historien,
même s'il veut passer en revue le passé et le présent du film brésilien pour mieux plaider sa cause. Peu importe, car l'historiographie du cinéma brésilien était embryonnaire. Le seul précédent digne de considération s'intitule Introduction au cinéma brésilien, 1959, titre modeste à dessein de l'auteur, Alex Vianney, journaliste et réalisateur occasionnel, qui revisite les pionniers et les francs-tireurs d'une cinématographie cycliquement végétative, avec l'intention avouée d'attirer l'attention des pouvoirs publics et des classes possédantes sur le piteux état du 7e art au Brésil et les inciter à y remédier. Les professionnels avaient besoin d'aide matérielle et d'encouragement pour remplacer leur activité épisodique et marginale, par le minimum de continuité nécessaire à l'essor de la production et à la conquête des cœurs et des esprits des Brésiliens. Glauber Rocha avait signé à ce moment-là un seul long-métrage, Barravento, 1961, dont il a remplacé le metteur en scène en plein tournage. En 1963, il tourne sa première œuvre majeure, Deus o Diabo na Terra do Sol, Le Dieu noir et le Diable blond, qui sera une révélation sur le plan national et international, en dépit des obstacles à l'épanouissement du cinéma novo, dressé par la dictature militaire instaurée en 1964. L'extraordinaire optimisme du début de la décennie, caractérisé par la construction de Brasilia, l'éclosion de la bossa nova et la mobilisation sociale, favorisera l'esprit de résistance des milieux culturels. Avec son petit livre, Glauber Rocha remet sur le métier le travail de défricheur d'Alex Vianney avec des objectifs similaires mais des méthodes assez différentes. La politique des auteurs, élaborée par la critique française, initialement destinée à dégager une approche nuancée de la production hollywoodienne et de ses créateurs, devient une grille de lecture à usage local. Glauber adopte un changement de perspective radical sur l'histoire du cinéma brésilien, pour mieux justifier son combat du présent. Au lieu de la table rase, il s'approprie le passé et le refaçonne à sa guise. Car il s'agit de promouvoir un cinéma d'auteur, qui confère au metteur en scène la primauté des projets et des réalisations. Aux yeux de l'auteur, seul ce type de film serait en consonance avec les défis de transformation révolutionnaire de la société, bientôt infléchi par le coup d'État de 1964. Tandis que le vieux communiste Vianney compile laborieusement les informations éparses et les agence avec un certain paternalisme pour retrouver le fil perdu de l'histoire, le jeune trublion Rocha sépare le bon grain de l'ivraie, tranche à coups de serpe, provoque la controverse, cherche à épater le lecteur par son érudition et ses formules acérées. Glauber écrit avec l'emportement d'un manifeste qui annonce l'avènement d'une nouvelle avant-garde éclairée. C'est d'ailleurs comme un manifeste que l'ouvrage a été reçu, puisqu'il a fait l'objet de 2 éditions en espagnol, à La Havane et à Madrid, à l'intention de lectorats qui n'avaient aucune chance de voir 99% des films cités. Alex Vianney avait trouvé un preneur institutionnel, l'Institut national du livre, tandis que Rocha publie son brûlot à la Civilização Brasileira, la principale maison d'édition de gauche à Rio. Le coup d'État n'a pas mis fin à l'effervescence culturelle, qui se prolonge tout au long des années 1960, jouant au chat et à la souris avec la censure. La période était propice au manifeste de Glauber, Esthétique de la faim, 1965, reproduit dans la Revista Civilização Brasileira, et Esthétique du rêve, 1971. La jeune génération formée dans les ciné-clubs ne demandait qu'à passer des discussions sur le néo-réalisme à l'application pratique des leçons du cinéma italien d'après-guerre. Dans Révision critique du cinéma brésilien, la défense et illustration des premiers pas du cinéma novo est évidente. À la fois témoignage et plaidoyer pro domo, Glauber dresse l'inventaire des personnalités en présence et les classe selon leur plus ou moins étroite identification avec le cinéma d'auteur. Toutefois, le paradoxe est que cet ouvrage, s'embarrassant peu des règles de la recherche historique, va aussi stimuler l'historiographie du cinéma au Brésil, mettant l'accent sur les réalités locales de l'exploitation, la distribution et la production. Lorsque le cinéma est enfin admis comme un objet d'étude à l'université, voire une carrière professionnelle, l'écriture de l'histoire va passer des amateurs ou dilettantes plus ou moins inspirés à des chercheurs capables de nourrir une bibliographie autrement plus riche que celle dont disposait le jeune Glauber. Les opinions sont volatiles, l'évaluation des œuvres aussi, le temps modifie les perspectives.
Il ne faut pas s'étonner si certaines appréciations de Glauber Rocha paraissent datées, si ce n'est carrément erroné. Le péché capital de sa révision critique est d'ailleurs une faute, plus qu'une simple erreur, puisque l'auteur n'avait pas vu le film limite de Mario Peixoto, 1930, au moment où il le condamnait aux ténèbres extérieures avec la sévérité sans appel d'un inquisiteur. Glauber transforme en épouvantail cette œuvre longtemps mythique et inaccessible, rongée par la détérioration physique de la pellicule nitrate. Pour ce faire, il se base uniquement sur les commentaires des turiféraires qui vouaient à limite un culte presque ésotérique. Il en fait l'incarnation du cosmopolitisme, d'un mimétisme coupable à l'égard des avant-gardes européennes. Cela lui permet de dramatiser l'opposition entre Mario Peixoto et Umberto Mauro, élu comme précurseur et modèle d'un cinéma d'auteur enraciné dans le Brésil profond. Glauber Rocha cherche à inventer une tradition susceptible de légitimer la démarche des jeunes cinéastes. Pour cela, il jette son dévolu sur Umberto Mauro, 1897 à 1983, le réalisateur le plus doué de la fin du muet et des débuts du parlant, dont la formation a été minutieusement dévoilée par Paulo Emílio Sal Gomes, avec l'intelligence qu'il avait déployée pour cerner Jean Vigo et son père, l'anarchiste Almeida. Glauber fait l'impasse sur la carrière tronquée de Mauro auprès des studios de Rio de Janeiro, et sa métamorphose en fonctionnaire d'un organisme étatique, destiné à la production en série de courts-métrages didactiques, l'Institut national de cinéma éducatif INS. Cette bureaucratisation ne le dérange pas outre mesure, car elle témoigne d'une implication de l'État dans la balbutiante cinématographie locale, qui pourrait inspirer les contemporains auxquels il s'adresse. Limite est désormais salué comme un chef-d'œuvre. L'unique film de Mario Peixoto, 1908 à 1992, révèle un attachement à l'exubérante nature brésilienne comparable à celui de Mauro, à la différence que ce dernier reste ancré dans le Minas Gerais, tandis que le premier explore le littoral de l'État de Rio. Il y a une sorte de panthéisme commun aux deux réalisateurs. Et si Limite a une dette indéniable envers l'avant-garde européenne, Mauro avait tout appris en visionnant plusieurs fois les films sortis des studios de Hollywood. Le cinéma ne se développe pas en autarcie. Il est essentiellement cosmopolite depuis que les opérateurs lumière se sont répandus à travers le globe pour filmer et diffuser leurs bandes. Le 7e art est inséparable de la révolution industrielle et de la mondialisation. Les images sont d'ailleurs polysémiques, soumises à des perceptions et à des interprétations forcément subjectives et variables. Le Dieu noir et le diable blond empruntés à Visconti et à Eisenstein, au western et aux films de samouraï, à la littérature de colportage et aux récits d'Euclide d'Acunha sur la guerre de Canudos, à Stanislavski et à Brecht, au Bachiana de Villa-Lobos et à la chanson populaire, dans un mix qui faisait fi de l'homogénéité et de l'harmonie des codes narratifs. Glauber n'était pas un nationaliste borné, c'était un jeune homme d'une immense soif de culture qui ne respectait guère les frontières, capable de tout digérer sans pour autant perdre le nord. Toutefois, il lui arrivait de faire de la politique et de composer avec les idéologies et les mots prédominants à gauche. À ses yeux, la légitimation du cinéma novo était à ce prix. Cela plombe le style plutôt agile d'un auteur qui a fait ses classes dans le journalisme. Le cinéaste réglera son compte à cette hégémonie populiste dans son chef-d'œuvre, Terra M. Trans, Terre en transe, 1967, qui provoqua un véritable tollé politique, brisant la quasi-unanimité suscitée par le Dieu noir et le diable blond. Loin de se laisser intimider, son attitude sera de plus en plus radicale et polémique, le confinant parfois à une douloureuse solitude. L'exil lui apprit que nul n'est prophète en son pays. Le deuxième péché de révision critique est véniel, la désignation de la chanchada comme ennemi public numéro 1. Le polémiste croit charger ainsi ceux qui occupent les écrans et le terrain de la production, sans s'apercevoir que le genre est en phase terminale. La bouffonnerie est en passe de migrer vers la télévision, où elle régnera longtemps en prime time, avant de céder la place aux novellas, les feuilletons qui deviendront la fiction audiovisuelle dominante, consommée massivement, à une échelle inédite, par une population avide, à juste titre, de personnages partageant sa langue et ses gestes. La chaîne Globo, créée à Rio en 1965, excellera dans la satisfaction de cette demande.
La réhabilitation de la Chanchada fut plus rapide que la découverte de l'Imite, sortie des limbes beaucoup plus tard, après un long processus de restauration. En 1969, Joaquim Pedro de Andrade, l'un des esprits les plus fins du cinéma novo, transforma Macunaíma, roman de Mario de Andrade, en farce jubilatoire, interprétée par la vedette comique Grand Othello, dont le talent avait déjà été reconnu par Nelson Pereira dos Santos, Rio Zona Norte. Le cinéma novo était un regroupement pluriel, aux multiples personnalités, explorant en même temps des voies très diverses. Les participants avaient beau céder la place de porte-parole à Glauber, dont la capacité d'agit-prop n'était plus à démontrer, ils n'en conservaient pas moins leur singularité. Ils étaient d'accord pour manœuvrer ensemble, pour accéder ainsi aux écrans et aux festivals internationaux. Ils partageaient des idées et des aspirations, certes, mais il n'y avait ni unanimité ni centralisme démocratique. Ce n'était pas un parti, mais un mouvement artistique, doublé d'un groupe de pression et d'entraide, qui réussit à précipiter une relève générationnelle. Dans les années 1970, la production va décrocher le patronage de l'État et battre des records, en dépit des méfiances entre les créateurs et le régime des généraux. Cette prospérité durera une vingtaine d'années. La compréhension de ces questions un demi-siècle plus tard n'a aucun mérite, le prétendre serait même un peu pathétique. À l'instar d'un personnage de La règle du jeu de Jean Renoir, il est préférable de se dire que l'important n'est pas de savoir qui a raison, mais de comprendre que chacun a ses raisons. Lisons donc avec la distance et l'empathie nécessaires les écrits de Glauber Rocha et surtout, découvrons et revoyons ses films. C'est la meilleure façon d'honorer sa mémoire. Merci à Sylvie Debs d'avoir rendu possible cette édition. La transmission est la plus noble des vocations. Bibliographie. Isabelle Marinon et Adilson Mendes, Paulo Emilio Sal Gomes ou La critique à contre-courant, une anthologie, Association française de recherche en histoire du cinéma, Paris 2016. Paulo Antonio Paranagua dire, Le cinéma brésilien, Centre Georges Pompidou, Paris, 1987. Paulo Antonio Paranagua, Le cinéma en Amérique latine, Le miroir éclaté, Historiographie et comparatisme, L'Harmattan, Paris 2000. Paulo Antonio Paranagua, A Invenção do Cinema Brasileiro, Casa da Palavra PUC, Rio de Janeiro, 2014. Sylvie Pierre, Glauber Rocha, Cahiers du cinéma, Paris 1987. Glauber Rocha, Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1963. Revisión Crítica del Cine Brasileiro ICAIC, La Havane 1965, Revisión Crítica del Cine Brasileño Fundamentos Madrid 1971. Revisão Crítica do Cinema Brasileiro Cosac Nefi São Paulo 2003. Paulo Emilio Sal Gomes, Humberto Moro Cataguas, Cineart, Perspectiva EDUSP, São Paulo, 1974. Alex Vianney, Introdução ao Cinema Brasileiro, Instituto Nacional do Livro, Rio de Janeiro, 1959. Alhambra Embrafilm Rio de Janeiro, 1987, Revan Rio de Janeiro, 1993. Ismail Xavier, Glauber Rocha et l'esthétique de la fin, traduction de Sylvie Debs, L'Harmattan, Paris 2009. De Dea Selva dans Ganga Bruta de Humberto Moro, 1933. Préface de l'édition brésilienne, 2003. Révision critique du cinéma brésilien est une synthèse du militantisme critique qu'a pratiqué le jeune Glauber Rocha dès les premiers articles publiés, tant dans les revues et journaux de l'État de Bahia, que dans le Diário de Noticias et le supplément dominical du Jornal do Brasil à Rio de Janeiro. Ce livre paru en 1963, reprend et développe des articles déjà publiés comme le chapitre sur Humberto Moro et le texte sur les documentaristes qui inaugurent le cinéma novo tout en proposant des textes inédits jusque-là. Il réunit dans un nouvel agencement les idées présentées durant les 6 années de son intense activité de critique et de coordinateur de projet. Son débat couvrait un vaste territoire qui incluait les États de São Paulo et du Minas Gerais. Le centre principal était Rio de Janeiro, pôle majeur d'échange et de partenariat depuis le moment où Glauber Rocha avait suivi le tournage de Rio Zona Norte,
1957, de Nelson Pereira dos Santos, cinéaste qui avait joué un rôle décisif comme monteur de Barravento en 1961. Glauber Rocha était déjà une personnalité influente et était toujours très impliqué dans le combat pour le genre de cinéma qu'il souhaitait voir se réaliser alors qu'il avait à peine 24 ans. Leader accepté par ses collègues qui ont donné naissance au cinéma novo à partir de 1960, c'était aussi un agitateur, un producteur, un cinéaste et un intellectuel attentif aux expériences les plus diverses. Le sigle même de Cinéma Novo était à ce moment-là une réalité et Glauber Rocha, Gustavo Dal, Paulo César Saraceni, Joaquim Pedro de Andrade, Carlos Dieg et David Neve avaient déjà ébauché le programme que le groupe présentera dans les festivals internationaux, notamment à Gênes, dans les communications sur le cinéma latino-américain de l'Institut Columbianum. Selon Glauber Rocha lui-même, le Cinéma Novo avait déjà trouvé au Brésil son équivalent de la Semaine de 22, la Biennale de Sao Paulo de 1961, où le bon accueil des documentaires et l'appui des critiques avaient consolidé le sentiment d'existence d'un nouveau cinéma porteur d'un profil original de composition formelle et thématique. Un cinéma dont les idées englobaient l'ensemble des exigences aujourd'hui bien connues, un style moderne de cinéma d'auteur, la caméra portée, le dépouillement, la lumière brésilienne sans artifice par rapport à la réalité, le faible budget compatible avec les moyens et l'engagement de transformation sociale. Malgré cela, Glauber Rocha a jugé nécessaire d'écrire ce livre pour délimiter les territoires. Déjà reconnu pour ses valeurs, Glauber Rocha reprend son jugement sur les cinéastes, les critiques et les producteurs à partir d'un programme d'action qu'il mène à différents niveaux. À ce stade, il était difficile de trouver quelqu'un qui ne tombait pas sous le feu de ses commentaires, que ce soit un éloge passionné ou une attaque en règle. La liste est imposante. Elle va de Rubem Biafora, Flavio Tambellini, Alex Vianney, Nelson Pereira dos Santos, Roberto Santos, Anselmo Duarte, Rui Guerra, Paulo César Saraceni, Lin Duarte Noronha, Trigueirinho Neto, Roberto Pire, Roberto Farias, Humberto Moro, Lima Barreto, Alberto Cavalcanti à Walter Hugo Coury. Son jugement était plus nuancé avant la publication de ce livre, car il était à la recherche de la composition de force ou de l'expression de ce qu'il admirait vraiment, même dans le cinéma qu'il n'appréciait pas. La rigueur ici est plus grande. Il s'agit de délimiter les espaces et d'appeler à la confrontation, grâce à la comparaison des idées. Le cinéma novo est déjà une réalité, et il veut définir qui en fait partie, et qui cherche à s'en approprier l'énergie alors qu'il n'y participe pas. Le classement des idées exige donc la composition de portraits aux traits accentués. L'incertitude des positions exige aussi de lui une rare capacité de mise en avant que vient confirmer son choix réitéré d'inclure le courage dans la liste des vertus requises par les bons cinéastes. Il cherche un exemple qui incarne un problème ou une idée force pour chaque question traitée. Le débat culturel prend l'apparence d'un drame où les conflits éclatent à travers les personnages qui incarnent les idées. Et il n'est pas rare de trouver mention de rencontres personnelles avec des personnalités qui, par la suite, seront l'objet d'une dure appréciation, comme c'est le cas de Mario Peixoto et de Lima Barreto. D'un côté, nous trouvons les traces d'un engagement et d'un contact direct avec les personnes importantes. De l'autre, il convient de souligner la valeur polémique du texte dans le cadre d'une stratégie plus large. La position clé d'Alex Vianney dans le camp des Alliés est claire. Ami et conseiller depuis 1958, il était l'un des rares parmi les personnes plus âgées sur la même longueur d'onde que la bossa nova du cinéma brésilien, l'expression est de Glauber Rocha. Critique et cinéaste, il avait adapté l'inspiration néo-réaliste à notre contexte, tout comme Nelson Pereira dos Santos. À ce moment-là, Alex Vianney était aussi l'historien dont le livre introduit Sao ao cinéma brasileiro publié en 1959 avait été l'objet d'une recension de Glauber Rocha. Ce dernier avait clairement montré à cette occasion son admiration pour le travail réalisé, mais avait été franc dans son jugement. Il avait salué le livre comme une référence du genre, plus complet que les autres initiatives d'ambition plus restreinte, une vision historique ample et innovatrice, apte à ouvrir tout un continent à la recherche et à l'historiographie. Il avait cependant émis des réserves sur certains passages.
Glauber Rocha défend Nelson Pereira dos Santos contre les critiques d'Alex Vianney, et de façon générale se montre réticent à la méthode utilisée dans le livre. Il manque, à son avis, une histoire esthétique et des évaluations sur le plan formel, le livre n'établissant pas de relation entre le témoignage social qui aurait dû bénéficier d'une plus grande attention et le témoignage esthétique. L'appréciation du style et de l'engagement des cinéastes était essentielle pour la construction d'une école nationale. Le film, quoique véhicule de réalité et acteur du complexe culturel, devait être examiné avec rigueur en termes de cinéma comme un art. Comme il le dit lui-même, nous avons besoin de formes nouvelles, et pas seulement de thèmes nouveaux, même si ces derniers sont fondamentaux pour la consolidation d'une cinématographie. Ce qu'il avait exigé d'Alex Vianney dans sa recension en 1959 allait définir l'horizon de son futur livre. Une révision critique, expression présente dans la recension d'Introdução ao Cinema Brasileiro. Aussi le livre qu'il publie en 1963, bien qu'il propose un débat à partir d'un regard panoramique comme celui d'Alex Vianney, restreint son territoire et opte pour un jugement radical des expériences qui ont effectivement compté pour Glauber Rocha dans l'affirmation radicale de nouvelles valeurs. Le débat entre le jeune combattant et le cinéaste expérimenté a joué un rôle important dans l'élaboration de l'édition de Révision critique. Alex Vianney, proche d'Enio Silveira, l'éditeur de Civilização Brasileira, a fait une présentation élogieuse du texte en prenant immédiatement son parti, conscient des réserves qui surgiraient en raison de sa nature polémique. Ceci n'empêchera pas Glauber Rocha de réitérer dans Révision critique du cinéma brésilien les points de réserve envers son ami, que ce soit en tant que critique ou en tant que cinéaste. Dans le cas de Limite par exemple, il avait accusé Alex Vianney dans sa recension d'avoir fait montre de mauvaise volonté envers Mario Peixoto et d'avoir laissé à d'autres auteurs, d'ailleurs cités, le soin de critiquer le film. Il finira par faire de même dans son livre, car il n'était pas possible de voir le film à l'époque. La différence vient de ce que Glauber Rocha, engagé dans la démarcation des territoires, choisit la polémique comme méthode et opère en fonction de celle-ci en attaquant le mythe de Limite. Si la stratégie avait été de se concentrer davantage sur les appréciations dont le film avait fait l'objet et qui sont à l'origine de l'aura existante, il aurait dû s'appuyer, tout comme Alex Vianney, sur un texte d'Octavio de Faria publié dans les années 1930, qu'il a incorporé pour en faire une lecture à contre-courant. Or cette stratégie a dérapé vers une attaque envers le film lui-même. En réalité, Introdução ao Cinema Brasileiro avait proposé à divers endroits des appréciations critiques que relativisent les réflexions de Glauber Rocha. Mais ce dernier a raison quand il rappelle la nécessité d'une incursion plus virulente sur les questions de forme. Si Révision critique du cinéma brésilien porte sur le devant de la scène la division des positions propres au discours politique, un tel mouvement ne produit pas une minimisation de l'esthétique, au contraire. On voit là sans aucun doute les accidents dus à des jugements émis à l'emporte-pièce, mais le livre montre clairement les principes esthétiques qui orientent la défense virulente d'un cinéma qui vient du néo-réalisme et de Rossellini. C'est une évaluation que nous trouvons déjà dans les grandes lignes chez Alex Vianney et chez tous ceux qui, dans les années 1950, avaient critiqué le projet industriel mis en œuvre par la Veracruz et avaient participé au congrès de la classe cinématographique ou écrit pour la défense de ce qu'on appelait parfois de façon impropre le cinéma indépendant, lors de cette décennie. Dans cette perspective, l'intensité et la nature de son engagement esthétique ainsi qu'une plus grande attention à l'analyse de style et à l'invention d'un langage adapté au manque de moyens, dès le début, on constate dans ces textes comme dans ceux de Joaquim Pedro de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.